Les fêtes de fin d'année approchent, Noël également, avec en perspective une myriade de gourmandises. Parmi ces gourmandises, nous allons parler aujourd'hui des petits gâteaux de Noël, les fameux Bredel. Nous allons parler de ces petits gâteaux de Noël en pays rhénan, sachant que ce n'est pas exclusif et qu'il y a bien d'autres régions qui développent également ce type de gourmandise. Nous allons faire un focus, si vous voulez, plus particulièrement sur l'Alsace. Nous sommes début novembre et à mi-novembre, il n'y a pas une famille qui ne s'inquiète pas, au-delà du besoin du beurre, de la farine et des œufs, qui ne s'inquiète pas de savoir si pour les fameux petits gâteaux de Noël qu'on va démarrer pratiquement début décembre, s'il ne manque pas ou si on va faire une réserve de blanc d'œuf suite à une mayonnaise qu'on va mettre de côté, si on aura assez de poudre d'amande et voir si on aura des noisettes. Alors, ces petits gâteaux de Noël, ce sont des recettes, mais ce sont aussi des formes. On va avoir des ronds, des demi-lunes, des étoiles, et ceci nous donne à réfléchir sur ce que nous consommons. On avait un petit peu démarré lorsque nous avions évoqué le foie gras, le rôle symbolique qu'avait l'oie quand nous la consommions, et je vous renvoie à cette petite vidéo qui est déjà sur Chef en ligne. C'est que tout ceci relève de ce qu'on appelle la pensée magique. C'est un concept qui se résume par l'expression suivante, manis vas manis, et on peut traduire par on est ce que l'on mange, ce qui est vrai tant du point de vue physiologique, les acides aminés des œufs que nous consommons vont être nos propres acides aminés, et c'est aussi quelque chose qu'on va essayer de voir au point de vue psychologique, mais ça se vérifie. Alors ici, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et je pense notamment à des sociologues qui ont beaucoup apporté en matière de contribution, de compréhension de ces phénomènes. Je pense à Jean-Pierre Poulain, je pense à Claude Fischler et je pense également à Jean-Pierre Corbeau. Claude Fischler nous invite à cette réflexion dans cette phrase et où il nous dit « L'homme est un omnivore qui se nourrit de viande, de végétaux et d'imaginaire. L'alimentation ramène à la biologie, mais de toute évidence, elle ne s'y ramène pas. Le symbolique, c'est moi qui ai surligné, et l'onirique, les signes, les mythes, les fantasmes nourrissent eux aussi, et ils concourent à régler notre nourriture. » Nous allons étudier ces fameux petits gâteaux de Noël, et ici j'ai pris la couverture d'un livre fait par Simone Morgenthaler, et si vous voulez bien, je vous montre là que nous avons des petits gâteaux de Noël, et un qui est tout particulier ici, qu'on appelle bois de serre ou corne de serre, et nous allons essayer de voir un petit peu quelle est la symbolique et qu'est-ce que ce sert à avoir dans la gourmandise. Ici, dans la recette proposée par Simone Morgenthaler, on voit ces fameux petits gâteaux de Noël qui sont représentés. Alors, pour comprendre et essayer de rentrer très rapidement dans l'affaire, je vous invite à essayer de comprendre quelle est cette mystique autour de ce fameux cerf et notamment les fameuses cornes de cerf. Ici, une explication, je vous invite à regarder et en même temps je voudrais complètement vous rassurer à savoir que pour ceux qui iront sur Chef en ligne, il y aura donc la fameuse rubrique « Notre émission La gueule ouverte » et sera associé à la vidéo un PDF. Et ce PDF reprend très exactement tout ce que je vous montre là. Par conséquent, le texte n'est pas très lisible d'ores et déjà, mais lorsque vous l'aurez à disposition, vous pourrez voir et ça vous permettra de faire les liens et de comprendre ce que je vais vous dire. Revenons à notre perspective ici, elle est celle-ci. Il faut vraiment se situer en pays rhénan, il faut se situer à une époque où on est bien avant le christianisme, c'est une précaution importante à préciser, et on est dans une situation où les gens sont inquiets. Ils ne savent pas le devenir, les saisons, c'est quelque chose qu'ils voient évoluer, de temps en temps il fait chaud, de temps en temps il fait froid, il est un moment un peu propice à différentes choses, et par conséquent il y a toute une mystique qui s'instaure. Alors, les protagonistes sont les suivants. On va avoir d'un côté Cernunnos. Cernunnos, c'est le dieu père. Cernunnos, c'est un dieu père celtique et il est qualifié de Cernunnos parce que c'est celui qui porte les cornes. Et puis, il y a par ailleurs Rosmerta qui est la déesse mère, c'est le principe féminin.
Et quand on se situe au tout début de l'aventure, encore une fois, il faut repréciser que les gens n'ont pas de calendrier, les gens n'ont pas accès à la météo et autre chose, donc ça les inquiète. Et ils savent que à la fois la pérennité de la race, de la famille, c'est le fait d'avoir des enfants, et ils savent aussi que la terre doit être nourricière, et par conséquent, eh bien, on est dans une inquiétude. Alors l'inquiétude, elle se matérialise de la façon suivante. On se dit, voilà, il faut que le principe masculin, Cernunnos, rencontre Rosmerta. Rosmerta, c'est la déesse mère, on vient de le dire, et c'est la déesse mère qui est partie dans des contrées plus lointaines, supposées plus accueillantes, et pour l'instant, elle n'est pas là. Alors, pour qu'on puisse avoir fécondation à la fois de la terre, mais à la fois aussi des hommes et des femmes, il faut aller chasser. Et donc, par conséquent, on est à la sortie de l'hiver, on veut précipiter ce qui va se passer au printemps. C'est une nature qu'il faut donc que l'on provoque. Et on va donc chasser le cerf, puisque si on tue le cerf, il devient homme, il devient Esus, et à ce moment-là, à la fois, il va pouvoir féconder Rosmerta, ça va être la famille, et en même temps, de façon un petit peu métaphorique, cet événement-là va permettre de faire les semailles et permettre effectivement à ce qu'il y ait des récoltes, qu'il y ait des fruits, des céréales, etc., etc. Alors ici, il faut voir cette démarche-là comme étant quelque chose qui relève et qui est le sens premier du carnaval. Lorsque on va tuer Cernunnos, pour s'assurer qu'on l'a bien tué, eh bien on va le dépouiller, on va lui enlever tous ses attributs et faire la preuve à la population comme quoi, effectivement, cette mutation existe bien. Et du coup, on va se parer, on va s'exposer, on va défiler, et c'est tout le sens du carnaval. Alors, ici, dans le PDF qui vous sera fourni par la suite, il y aura des explications. Parce que je voudrais en rien heurter, nous voudrions en rien heurter les gens pour qui carnaval, effectivement, dans une connotation chrétienne, mais beaucoup plus récente par rapport aux événements que je viens de vous évoquer, cette perspective chrétienne parle de la viande, enlever la viande par rapport au carême, etc. En fait, l'étymologie, elle est plutôt corne et vallée enlevée, ou plutôt corne qui tombe. Donc, par conséquent, on est bien dans cette mystique d'aller tuer le cerf pour que Esus apparaisse et que Rosmerta s'offre à lui en quelque sorte, et qu'ensuite les choses se passent bien. Alors, les choses se passent bien, effectivement, pendant le printemps, l'été, l'automne, et au moment de l'automne, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Rosmerta regagne des contrées plus accueillantes, plus propices pour elle, pour sa vie. Et puis, du coup, ben, notre homme redevient dans le cycle mystique, redevient cerf, et par conséquent, il devient encore en quelque sorte le symbole du mari ou du compagnon que l'on abandonne, et il reprend les cornes. Et on a ici souvent des expressions par rapport à des fois des événements d'infidélité. L'homme qui est trompé, c'est l'homme qui a les cornes. Voilà. Voilà pour cette mystique qui mériterait d'être un peu plus approfondie. Et pour aller un petit peu plus loin, pour voir ce qu'il y a de magique dans la corne de cerf, c'est que c'est repris non seulement en tant que gâteau tel que l'on voit là, mais vous regarderez, et on va même qualifier les effets un petit peu magiques de la pâtisserie, la fameuse levure chimique. Eh bien, en Alsace, la levure chimique, elle est désignée par le terme de poudre de cerf. Cette connotation ici qu'on a avec la corne de cerf, elle n'est pas qu'en Alsace, et je me suis permis un petit peu de montrer que même dans des livres très français en quelque sorte, dans le Cuisinier royal et bourgeois 1671, Mancialo, eh bien on a des recettes qui tournent à base de la corne de cerf. Ici on vous invite à prendre environ 1 livre de corne de cerf râpée selon la quantité que vous voulez faire. Faites-la cuire raisonnablement, en sorte qu'en tâtant avec les doigts, vous trouviez que l'eau en soit devenue gluante, ceci étant un signe qu'elle est assez cuite, et ensuite on la passe, etc. etc. On voit qu'il y a un certain nombre de recettes qui sont à base de corne de cerf et qui ont un côté magique. On retrouve dans un espace rhénan, peut-être plus en Alsace qu'à l'intérieur de la France, on a ce cerf qui est souvent convoqué, soit pour un hôtel, soit pour un restaurant. Ce n'est pas exclusif, bien évidemment. Il y a le bœuf, il y a un certain nombre d'agneaux, etc. Il y a des animaux qui sont convoqués, mais le cerf est véritablement quelque chose qu'on retrouve très, très, très fréquemment. Si je vais un peu plus loin, même dans l'histoire de Strasbourg, de l'Alsace, on a des événements historiques qui prennent
comme substance le prétexte de la nourriture, notamment du cerf. Ici, c'est un événement, je me suis permis de vous le montrer, qui existe pratiquement chaque année, où on commémore le fait qu'en 1576, les Uriquois, Ville-Libre et Strasbourg, avaient une sorte de convention d'assistanat en quelque sorte, et ce qui était annoncé, c'est que les Uriquois avaient dit que, effectivement, si Strasbourg un jour avait besoin d'eux, eh bien, ils descendraient le Rhin avec une bouillie alimentaire qu'on appelle la bouillie de cerf, et que ça n'aurait pas eu le temps de refroidir, que déjà les Uriquois seraient là pour assister les Strasbourgeois. On a gardé quelque chose qui a à voir avec tout ça. Je fais allusion ici à la 1571, la bouillie du cerf, c'est ce que je viens de dire. Et en fait, c'était une bouillie de millet. On voit tout de suite que ce n'est pas le fait de manger du cerf, c'est symboliquement la référence au cerf qui compte. Et vous voyez ici que sur un packaging, on vous annonce bien Hirsch qui est le cerf, hein, en langue rhénane, mais en réalité, il y a un sous-titre qui nous dit c'est la bouillie de millet. On a fait allusion tout à l'heure au fait que eh bien, ce cerf, ces cornes de cerf, c'était quelque chose qui était un petit peu ennuyeux de temps en temps pour notamment le mari trompé. Ici, on a Madame de Montespan qui est sur la gauche et qui a été la maîtresse de Louis XIV. Elle aura d'ailleurs 8 enfants de Louis XIV. Et son mari n'accepte pas. Alors qu'à l'époque, lorsque quelqu'un de noble avait en quelque sorte, entre guillemets, la chance d'avoir sa femme qui allait dans le lit du roi, il pouvait attendre un certain nombre de facilités, de terres, etc., etc. Lui n'accepte absolument pas, et il l'accepte d'autant moins qu'il aime énormément sa femme. Et pour ça, pour que on voit bien qu'il est en révolte et il prend des risques maximum, eh bien, vous voyez que son carrosse est décoré avec des fameuses cornes de cerf. Comme quoi, il s'affiche, et Jean Telet nous parle de ce cocu magnifique. Voilà. Si nous continuons un petit peu plus, eh bien, nous nous apercevons que ces fameuses cornes de cerf, elles ont un rôle bien particulier, que le carnaval en Alsace et en Pyrénées est véritablement un moment très important, qu'on est très souvent dans des situations où on prend un certain nombre de libertés, on mange plus et on mange plus que d'habitude. En plus, on prend aussi quelques libertés sexuelles, etc. Et on voit qu'il y a tout un certain nombre de choses ici qui prennent corps. Alors, la corne, elle est en pays rhénan, mais la corne de vache, hein, je fais allusion à Steiner qui est à l'origine de la biodynamie, la corne de vache pour les cultures doit être orientée de telle manière à ce que ça soit en relation avec un certain nombre de forces célestes, etc. Et puis la corne de rhinocéros, dont on connaît aussi, dont certains supposent qu'il y aurait quelques propriétés aphrodisiaques, et d'où de temps en temps des alertes sur le fait que le rhinocéros est chassé et qu'il peut disparaître. En prenant congé de vous, un petit peu triste, il nous reste donc cette perspective de manger ces fameux petits gâteaux de Noël. Manifestement, c'est se régaler que de manger ces petits gâteaux, mais c'est aussi partager. En effet, dans les famille alsacienne, on va avoir le souci de faire des petits paquets qu'on va offrir certes à la famille, à d'autres membres de la famille, également aux voisins. Et le voisin va faire la même chose, ce qui fait qu'il va y avoir un partage. On voit manifestement que ces petits gâteaux de Noël, et on a essayé de mettre l'accent sur quelque chose peu connu qui est les cornes de cerf, on s'aperçoit que ça n'est pas anodin cette affaire. C'est réellement s'incorporer des manières de table, un terroir, une histoire de cette Alsace, terre bénie des dieux. Nous espérons qu'on a essayé d'illustrer cette phrase qui nous tient à cœur avec Pierre-Paul, qui est d'essayer de dire, voilà, plus de savoir pour plus de saveur. Alors, nous allons cheminer à travers d'autres émissions qui prendront corps dans les temps qui vont passer. Pour ceux qui iront sur chefenligne.com, dans la rubrique
la gueule ouverte, vous aurez donc la vidéo, mais vous aurez aussi, en même temps, comme je le disais tout à l'heure, le PDF qui donnera des explications un petit peu complémentaires sur un certain nombre de petites choses. En espérant que d'ici là, vous vous régaliez, eh bien, je prends congé définitivement et je vous souhaite une bonne fin de journée.